Un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre. Il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses haches. Il n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. Cette légende est connue sous le nom de Mange-Montagne. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silvers Rayleigh. Voici la légende de l'homme de confiance du grand roi des pirates. Membre éminent de l'équipage de Goldie Roger, il n'est pas un simple subalterne. Il faisait partie du trio d'élite. Son charisme et son aura en faisaient un guerrier redoutable. Un homme dont la force et la présence étaient respectés par les meilleurs combattants de l'époque. Peu d'hommes ont navigué aux côtés du roi des pirates. Encore moins ont mérité sa confiance dans les instants où le destin de leur équipage se jouait. Cet homme était l'un d'eux. Guerrier d'exception, il fut l'un des rares à contempler Lothtail et à porter sur ses épaules le poids des plus grands secrets du monde. Le roi des pirates avait tellement confiance en lui qu'il pouvait se reposer en paix. Peu importe l'ennemi qui arriverait pour prendre sa tête, il était sûr qu'un véritable démon se dresserait inévitablement sur sa route. Mesdames et messieurs, après Silvers Rayleigh de l'équipage du roi des pirates, voici Scopper Gaban. Bonjour à tous, ici c'est le Solunic Sensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'analyse du chapitre 1139. Vous voulez tout savoir de Scopper Gaban? Eh bien vous êtes au bon endroit. C'est parti. Dans les SBS du volume 71, un lecteur demande à Oda quels sont les acquis des membres de l'équipage. Et Oda répond que Luffy, Zoro et Sanji ont tous une spécialité. Acquis des rois pour Luffy, HDA pour Zoro, HDO pour Sanji. Oda révèle donc que les trois ont un acquis de prédilection, ce qui fait qu'ils auront un jour un énorme niveau de maîtrise. Un peu comme Katakuri avec son HDO, ce qui n'a pas empêché d'avoir le acquis des rois et un très bon HDA. Le roi des pirates est devenu le pirate le plus puissant. Il a atteint un statut d'inarrêtable sans avoir mangé de fruits. Ce qui veut dire qu'il a surpassé des hommes qui avaient de gros acquis et de gros fruits. Sauf que lui n'en avait pas mangé. Ce qui implique le fait qu'il aurait pu être plus puissant avec un fruit, mais c'est pas le sujet. Pour comprendre le niveau de acquis des rois de Goldie Roger, dites-vous que Newgate rivalisait avec lui, sauf que Newgate avait le fruit des tremblements et le acquis des rois. Ce qui implique forcément de dire que Roger a factuellement un bien meilleur acquis des rois que Newgate. Oda utilise le terme spécialité pour parler des acquis, ce qui signifie qu'ils auront des compétences approfondies, des compétences spécifiques et une expertise pointue dans le type de acquis en question. Le fait d'être spécialisé dans un acquis n'est pas anodin, car on comprend que Luffy, Zoro et Sanji auront chacun le meilleur ou l'un des meilleurs acquis au niveau mondial dans leur spécialisation. On est là pour parler de Gaban, donc parlons de Sanji. Roger, Luffy, Rayleigh, Zoro, Gaban, Sanji. Sanji est spécialisé en HDO, et le HDO et sa forme avancée sont deux niveaux de maîtrise différentes. Le HDO permet de détecter la présence, ressentir les émotions et intentions, mais également d'anticiper les mouvements immédiats. Par contre, le HDO+ est une version beaucoup plus raffinée et puissante, car il permet de voir dans le futur. Il permet d'avoir une vision de ce qui va se passer, ce qui permet de réagir à des situations avant même qu'elles ne se produisent. La différence est donc énorme. Voilà pourquoi la fin de l'arc Whole Cake tourne autour de cette faculté. Toute la fin de l'arc. Luffy a eu besoin d'entraîner son HDO contre Katakuri, sinon il aurait encore moins de chance contre Kaido. Je pense donc qu'il faut s'attendre à ce que Gaban ait un HDO hyper évolué, mais pas que, car il a également le Haki des rois. Zoro a également le Haki des rois et il frappe offensivement avec le Haki des rois. Mais son Haki des rois n'a rien à voir avec le Haki des rois de Luffy, qui peut coucher des dizaines de milliers de combattants. Mais de toute façon, c'est plus pertinent de comparer deux combattants d'un niveau équivalent. Et si on prend Zoro et Sanji, le HDA de Zoro est censé être supérieur, mais le HDO de Sanji est censé être supérieur. Alors certes, Zoro a une option offensive du Haki des rois, mais Sanji compense, et le mot est important, avec les flammes Ifrit. Tout est une question d'équilibre, comme souvent dans l'œuvre. On n'a pas forcément de compétences qui s'annulent, mais des compétences différentes qui font qu'on n'a pas de déséquilibre. Au vu du parallèle équipage de Roger, équipage de Luffy, on peut avoir un parallèle qui va jusqu'aux compétences et aux spécialités. C'est-à-dire qu'on aura un Roger spécialisé en Haki des rois, Rayleigh HDA, Gaban HDO. Et si Gaban n'a pas le Haki des rois, on pourra avoir un Rayleigh qui a lui le Haki des rois, mais un Gaban qui compense avec des techniques élémentaires surpuissantes. Un peu comme Sanji, Jean Ifrit. Feu et lumière, on a un mélange d'éléments. Un peu comme dans Naruto pour ceux qui connaissent, au plus on mélange les éléments, au plus c'est fort. Kekkei Genkai, Kekkei Tota. Si on fait un rapide parallèle, Sanji, feu lumière, pourrait être l'équivalent d'un Kekkei Genkai, tandis que Gaban pourrait mélanger trois éléments et aurait un Kekkei Tota. Mais attention car les parallèles, c'est bien, mais ça a des limites, dans la mesure où Luffy a un fruit et pas Roger. D'ailleurs, Gaban combat avec des haches et pas Sanji. Une fois que ça s'est dit, on peut dire que combien même Gaban se respecte HDO, rien ne l'empêche d'avoir un incroyable Haki des rois. L'équipage du roi des pirates est un équipage qu'on peut qualifier de royal, avec le roi des pirates et le roi des enfers. Et dans l'équipage de Roger, on compte aussi Shanks qui a le Haki des rois et Bullet qui a le Haki des rois. La question à se poser est donc, qu'est-ce qui empêche Gaban d'avoir le Haki des rois? Strictement rien. Mais avant de parler de ça en détail, abordons le cas où Gaban n'aurait pas le Haki des rois. Est-ce que ce serait honteux? Non. Est-ce que ça l'handicaperait énormément? Pas forcément. Pourquoi?
Parce que Sanji. Ça s'arrête là. Pour l'instant, Sanji n'a pas le haki des rois. Pourtant, il reste un monstre de puissance, qui a battu le numéro 3 de l'équipage de Kaido, que Kaido a choisi personnellement, et qui a des caractéristiques de malade mental. Pour Sanji, sa résistance est phénoménale, sa vitesse est extrême, sa force brute est terrifiante, ses flammes bleues sont dévastatrices. Faisons simple, regardez un peu la tête de Kizaru. Ça, c'est l'effet Sanji. On parle quand même de l'un des combattants les moins expressifs de l'œuvre. Pourtant, regardez la tête qu'il fait quand Sanji détruit littéralement ses rayons avec sa jambe. Pour Kizaru, c'est totalement lunaire. Il assiste à une scène qui est, selon lui, surréaliste. Sanji, qui, il y a 2 ans, était totalement impuissant, se retrouve à bloquer totalement ce qui fait de lui quelqu'un de fort. Ses rayons laser. Et ça ne s'arrête pas là parce que Kizaru profite du fait que Sanji soit avec Vegapunk pour le frapper en plein menton. Et vous savez quoi? Aucune réaction de Sanji. Donc le haki des rois n'est pas obligatoire quand tu es en mesure de compenser avec des compétences et caractéristiques particulières. D'ailleurs, beaucoup pensent que Zoro est beaucoup plus fort que Sanji via son haki des rois. Sauf que si on raisonne différemment et qu'on pose les bonnes questions, c'est pas aussi facile que ça. En effet, pour beaucoup, un amiral comme Akainu est supérieur, voire bien supérieur à Zoro ou Yamato, qui utilise du haki des rois revêti. Or, Akainu n'a pas de haki des rois offensif. Quand on regarde les adversaires de Zoro et Sanji, on se rend compte qu'ils sont souvent en rivalité. Kakujabura, King, Queen. Et si on remonte encore plus loin, on a une rivalité Mr. One, Mr. Two. D'ailleurs, l'auteur met en avant le fait que la tension est palpable entre eux. Regardez un petit peu la réaction de Mr. One quand Mr. Two le frappe. Les réactions prouvent que les coups de Mr. Two sont suffisamment puissants pour rivaliser avec le métal de Mr. One. D'ailleurs, on a appris que Zoro avait utilisé le haki pour la première fois contre Mr. One, pour le battre. Et bien je pense que c'est pareil pour Sanji, quand il a battu Mr. Two avec une technique bien particulière. Comprenez bien que toute ma démonstration est importante pour le cas de Gaban. Vous allez comprendre. Dire que le deuxième commandant a un niveau identique au premier, ce n'est pas une hypothèse, c'est censé être un fait avéré. Voilà pourquoi l'auteur présente Gaban aussi bien, en nous disant que c'est un véritable monstre et une vraie légende. Maintenant, bien sûr, Roger est factuellement supérieur à Rayleigh et Gaban, parce que Newgate était, officiellement, le seul à pouvoir rivaliser avec lui post-Xebec. Le vrai message de l'auteur c'est « Préparez-vous parce que Gaban est un monstre ». On peut affirmer sans aucune forme d'hésitation que Gaban a au minimum le niveau de Rayleigh, et j'insiste bien sur le minimum, car il peut en réalité être plus fort que lui. Certains se disent peut-être mais qu'est-ce qu'il raconte ce fou furieux, tandis que d'autres se rappellent d'une démonstration factuelle que j'ai déjà faite. La réponse réside dans le fait que Rayleigh affirme être inactif depuis plus de 20 ans. Il n'a pas touché d'épée depuis 20 ans. Donc, à contrario, si Gaban n'a pas connu cette inactivité et qu'il a continué à s'entraîner pendant des années, alors il pourrait être plus fort que Rayleigh. Surtout que, élément très important, Gaban n'avait pas de cicatrice pendant la dissolution de l'équipage de Roger, alors qu'aujourd'hui, il en a une. Il a donc mené un combat après la fin de l'équipage du roi des pirates. C'est d'une logique implacable. Si 2 personnes ont un niveau équivalent, mais qu'une seule d'entre elles continue à combattre ou de s'entraîner, tandis que l'autre régresse par manque d'activité, de combat, d'entraînement et à cause de l'âge, celui qui continue sera forcément supérieur. Pour connaître son niveau minimum, il faut se pencher sur le niveau de Rayleigh. Ça tombe bien parce que Rayleigh, c'est mon domaine. On va donc revoir les bases en se basant sur les faits et uniquement les faits. Kizaru, amiral de la marine, vient sur l'archipel suite à l'attaque d'un Tenryubito. Dans l'œuvre, c'est le pire des crimes. Il lui faut donc impérativement leur ôter la vie, ou à minima les punir très sévèrement, avec à minima la vie de Zoro. Or, Rayleigh l'en a empêché. Et après que Kuma a éjecté les Mugi, Kizaru a préféré capturer 500 pirates qu'affronter Rayleigh jusqu'au bout. Kizaru est décrit comme étant enragé à cause de ça. Ça ne s'arrête pas là car Kizaru affirme très explicitement être incapable de battre Rayleigh seul. Il nous faut un plan contre toi. Nous, la marine. Rayleigh est donc supérieur à Kizaru, l'amiral, mais comme il a avoué être inférieur à Teach, l'empereur, on a une hiérarchie qui est simple. Barbe Noire, Rayleigh, Kizaru. Chacun représente un niveau différent. Garp dit que la marine ne peut pas gérer 2 légendes en même temps, en faisant référence à Newgate et Rayleigh. Rayleigh n'a donc rien à voir avec un amiral. Voilà, ça, c'est Rayleigh. Et Gaban, c'est ça, au minimum. Sauf que Gaban peut être encore plus fort. Maintenant, je vais rapidement aborder le cas du Doriki, car beaucoup ne comprennent pas que l'auteur a instauré cet élément dans le but d'illustrer une certaine dynamique hiérarchique. En effet, le Doriki sert à mesurer la force individuelle des combattants. Avec, on peut établir un classement. Chez le CP9, on a Rob Lucci qui les domine tous. Puis on a 2 commandants équivalents, et enfin des vice-commandants bien inférieurs. Question: est-ce que vous ne trouvez pas bizarre le fait que cette dynamique reflète à merveille la majorité des équipages? Est-ce que ce n'est pas minima étrange que dans les équipages Yonko, on retrouve un capitaine qui est bien supérieur au reste, 2 commandants bien plus forts que le reste, et enfin le reste avec des vices? Eh bien en réalité, le Doriki joue un rôle capital dans la compréhension approfondie de la structure narrative, en lien avec la dynamique des rapports de force de l'auteur. Le problème c'est que beaucoup confondent le fond et la forme. Ils pensent que le fond c'est que le classement n'a aucune valeur, car c'est uniquement la force sans lien avec le fruit. Sauf que l'erreur commise, c'est qu'il ne se pose pas de vraies questions. Qu'est-ce que l'auteur raconte via cet élément? Que veut-il nous dire?
Que cherche-t-il à instaurer? Eh bien la réponse à ces questions, c'est ça le vrai fond de l'affaire. L'auteur a instauré une base qui sert à l'œuvre. Je rappelle qu'Eiichiro Oda est un mangaka qui a instauré un équilibre au niveau mondial, avec des forces qui s'annulent, des équipages relatifs, etc. Donc, rien que le Duriki affirme très explicitement que les deux premiers commandants ont un niveau équivalent. Mais pour aller encore plus loin, la vérité c'est qu'on a un problème au niveau des deuxièmes commandants, vis-à-vis de leurs images auprès des fans. Voilà comment on se retrouve avec beaucoup de lecteurs qui pensent que Rayleigh écrase Gaban, qu'il est beaucoup plus fort que lui. Pour beaucoup de fans, les premiers commandants sont beaucoup plus forts que les deuxièmes. C'est un problème que j'ai relevé depuis longtemps, mais il s'explique très facilement. Les deuxièmes commandants sont très souvent moins mis en valeur. Ils peuvent avoir moins de temps d'apparition, moins de techniques spectaculaires, moins de flow, moins de charisme. Cette combinaison fait qu'on se retrouve avec des premiers commandants qui peuvent paraître beaucoup plus forts que les deuxièmes. Sauf que dans l'œuvre, tout nous indique que les premiers et les deuxièmes sont équivalents. Le niveau est identique, car en termes de puissance globale, c'est très proche. On reprend le Duriki, Kakujabura, on dit qu'ils ont un niveau équivalent, car en termes de puissance globale, représenté par des chiffres, eh bien c'est proche. Quand deux combattants d'un niveau équivalent s'affrontent, dans des conditions entre guillemets normales, aucun d'eux ne peut gagner rapidement. King est présenté comme étant très sérieux, tandis que Queen danse de manière comique. King est un Lunaria, il invoque un dragon de feu. Sauf que dans les faits, Queen a réalisé quelque chose que personne n'a accompli. Il a fait perdre connaissance à un empereur, Big Mom. Pourtant, ce ne sera que très rarement retenu. Mais ce qui importe réellement, c'est que Robin affirme que Sanji est l'une des deux ailes du futur roi des pirates, aux côtés de Zoro, ce qui implique une synergie équilibrée entre eux. Un oiseau ne peut pas voler avec deux ailes inégales, ce qui veut dire que Zoro et Sanji sont de forces équivalentes. C'est ce que cette métaphore met en avant. Et c'est également le cas pour Gaban et Rayleigh, les deux ailes de l'ancien roi des pirates. Gaban se présente comme étant le missionnaire de l'amour. Il affirme que l'amour c'est la liberté, et Luffy dit que Sanji finira comme lui. Ça peut paraître anodin, mais cette info est importante, parce que c'est ce qui définit Gaban et Sanji. Ce qui les transcende, c'est l'amour. Voilà pourquoi on parle du pouvoir de l'amour. Quand le S-Shark s'en prend un ami sur Egghead, Sanji dit « Je vais te prendre la vie, même si tu étais le vrai Jinbei ». Ce qui veut dire que si Jinbei attaque un ami, il n'hésiterait pas une seule seconde avant de le détruire, quitte à lui ôter la vie. Il réitère plus tard avec « Je me fiche que tu sois un gosse ou Jinbei ». Tu es condamné. Combien même ce serait un enfant, Sanji s'en fout. Et quand le S-Shark lui envoie une énorme gauche en position karaté directement sur le visage, Sanji reste les bras croisés. Il ne bouge pas d'un centimètre et dit « Que sais-tu du pouvoir de l'amour ?» Dans le chapitre 76, quand Zoro dit à Sanji « Ferme-la, bon sang, tu ne vois pas que tu compliques les choses ?» Sanji répond « Qu'est-ce que tu racontes ? L'amour passe avant tout. » Voilà pourquoi il dira sur Egghead qu'il se fout que S-Shark soit un enfant ou Jinbei. Dans le chapitre 522, on nous parle de la maladie de l'amour de Boa, et Gloriosa dit que cette maladie a eu raison des précédentes impératrices, et même qu'il existe un proverbe sur East Blue. L'amour est toujours un ouragan. D'ailleurs, rien que pour ça, je suis quasiment sûr que Gaban vient d'East Blue. Dans le chapitre 453, on retrouve Chienga, qui est à l'ombre de Sanji et qui dit « Une force qui dépasse la raison. Une force qui rend possible l'impossible. Une tornade qui balaye tout sur son passage. » Je veux bien sûr parler de l'amour. L'amour peut se manifester sous différentes formes selon la relation, le contexte et les émotions. L'amour romantique, l'amour fraternel, l'amour amical ou encore l'amour familial. Quand Sanji parle de l'amour, c'est pour son amour des femmes. Mais quand Gaban parle de l'amour, c'est pour l'amour d'une femme en particulier, mais pas que, parce que c'est aussi en lien avec son fils. Il évoque donc deux formes d'amour. L'amour romantique envers sa femme et l'amour paternel envers son fils. Quand il dit l'amour c'est la liberté, c'est une formule qui est large. Ce n'est pas que l'amour pour une femme qui rend libre, c'est l'amour en général qui rend libre. Sanji est le nouveau pour Gaban, et son évolution passera donc par ses relations avec d'autres personnages, parce que ce sont toutes les formes de l'amour qui rendent plus fort. Gaban s'est présenté comme un missionnaire de l'amour, parce qu'il prêche une certaine parole qui vise justement à dire que l'amour est un incroyable sentiment. Et c'est exactement ce que fait Sanji depuis le tout début. Sa joie de vivre, sa bonne humeur et ses actions héroïques, c'est sa façon de dire qu'il est également un missionnaire de l'amour. À l'instar de Zoro qui veut devenir le roi des enfers, et qu'il nous voit Rayleigh, le roi des ténèbres, Meiho, roi des ténèbres, roi du monde souterrain, enfer, Sanji voudra devenir le missionnaire de l'amour. Et c'est pour ça que Luffy dit « Je vous parie que Sanji finira comme lui ». En plus de tout ce qu'ils ont en commun, ils pensent la même chose. L'amour, c'est la liberté. Gaban dit à Luffy que s'il veut récupérer la clé, il faudra qu'il la prenne. Je pense donc que Gaban est dans une optique de test. Ça faisait longtemps qu'il voulait le rencontrer, et il dit « On dit que tu as battu Kaido. On raconte. » Gaban est un pirate expérimenté, qui sait que parfois, il y a une énorme différence entre les on-dit et la réalité. Il veut voir s'il est digne d'être le successeur de son capitaine, le légendaire roi des pirates. Il veut voir de quoi il est capable en combat. Parce que l'ambition, c'est bien, mais si tu n'as pas les moyens de la réaliser, ça va être compliqué. Et forcément, les moyens, ça passe par ta faculté à pouvoir vaincre les meilleurs aspirants au titre de roi des pirates. Dans la symbolique, Luffy a prouvé qu'il avait surpassé son maître, donc Rayleigh, en battant Kaido sur Onigashima. Mais Gaban n'était pas là. Donc, il veut être sûr qu'il est réellement battu, pour avoir la certitude qu'il soit digne d'atteindre Laugh Tale. Mais alors, est-ce que Gaban peut faire galérer Luffy ?
Eh bien la réponse est oui. Que ce soit en forme base, Gear 4 ou Gear 5. Mais au-delà de son niveau de puissance qui lui permet ça, c'est au niveau de ses caractéristiques qu'il peut faire la différence. Gaban peut avoir l'un des meilleurs HD au monde. Il peut voir plus loin que Luffy dans le futur. Gaban peut avoir l'une des meilleures vitesses au monde. Et il peut être plus rapide que Luffy. On retrouve ces deux caractéristiques chez Sanji. Et ce sont des caractéristiques qui rendent un combat compliqué, même pour bien plus fort que soi. Et ce n'est pas tout, car Gaban peut avoir des pouvoirs du Haki des Rois que Luffy n'a encore jamais vu. Comme le blocage du HDO, ou encore l'envoi d'onde de choc. Parce que l'onde de choc de Shanks avec Amusari, et le HDO offensif de Luffy contre Kaido, ce n'est pas du tout la même chose. L'envoi d'onde de choc de Haki des Rois a permis à Shanks d'anéantir Kid et son second en même temps. D'ailleurs, c'est Roger qui a envoyé une technique d'onde de choc de Haki des Rois à Oden. Il l'avait choqué. Il l'a choqué parce qu'Oden n'avait encore jamais vu une telle chose. La puissance du coup est phénoménale. Gaban n'aurait pas forcément la puissance offensive d'un Kaido ou la résistance d'une Big Mom, mais il a des pouvoirs en lien avec le Haki des Rois que ces deux monstres n'ont pas. Et à l'image d'un Yogoro qui a perfectionné le HDA de Luffy, Gaban pourrait perfectionner son Haki des Rois. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.